Nous allons pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire aux différentes alimentations qui vont équilibrer le diabète de type 2. Tout ça est basé évidemment sur les dernières études scientifiques et sur mon retour d'expérience étant donné que je suis diététicienne spécialisée dans le diabète depuis 20 ans. Vous vous dites certainement que vu que la libération d'insuline est proportionnelle à l'arrivée du glucose dans le sang, la solution va être de limiter l'arrivée des différents sucres dans le sang. Et oui, c'est juste, vous avez raison. Mais pas que. On va agir sur d'autres tableaux également. À la suite de votre repas, en fonction de la qualité et de la quantité des aliments que vous mangez, vous pouvez obtenir des pics de glycémie différents. Lorsque le glucose arrive rapidement et fortement dans le sang, on parle de pic d'hyperglycémie. Votre pancréas est sollicité, il va fabriquer beaucoup plus d'insuline, entraînant la création de graisse, la prise de poids, l'inflammation et un déséquilibre de la flore intestinale. Le risque va être d'entraîner un diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires. Comme le pancréas aura dû fabriquer beaucoup d'insuline, votre glycémie va descendre très rapidement. On parle d'hypoglycémie réactionnelle. Il va y avoir des conséquences physiques et psychiques, de la fatigue, une baisse de concentration et de morale, de la faim et sûrement du grignotage. Nos objectifs seront d'obtenir des pics de glycémie soit moyens, soit faibles. C'est-à-dire que le glucose va arriver plus doucement dans le sang. De cette manière, le pancréas fabriquera également de l'insuline mais de manière plus douce. Donc l'énergie va durer beaucoup plus longtemps. On évitera ainsi les problèmes d'hyperglycémie et les problèmes d'hypoglycémie. Lorsque votre glycémie revient aux alentours de 1 g par litre, le pancréas n'a plus besoin de fabriquer d'insuline. C'est à ce moment-là que les muscles, le foie ou les cellules graisseuses vont libérer le glucose qui a été stocké pour utiliser ce glucose en énergie. On parle de zone brûle-graisse. C'est la zone la plus intéressante parce que c'est elle qui va permettre de casser cette insulinorésistance qui s'est installée. Pour bien comprendre les sucres, il faut déjà bien les connaître. Alors on parle de sucre communément, mais en réalité, il s'agit de glucides. Je vais donc vous présenter la famille glucides qui comporte les féculents, les fruits, les laitages, les légumes et les produits sucrés. On a encore tendance à appeler les féculents les sucres lents et les autres les sucres rapides. Le sucre des féculents s'appelle l'amidon. Vous pouvez imaginer un long collier de perles, les perles étant les molécules de glucose. Cette molécule étant très longue, on se disait avant les années 1980 que les enzymes digestives allaient mettre du temps à découper toutes ces molécules et que la digestion serait longue. Les autres aliments de la famille glucides ont quant à eux de petits sucres, de 1 à 2 molécules. On se disait donc que les enzymes allaient mettre peu de temps à digérer ces sucres. Et pourtant ça fait bien longtemps que ceux-ci ne doivent plus être utilisés ni par les médecins, ni par les diététiciens, ni par personne. D'ailleurs, dans le référentiel de bonnes pratiques nutrition et diététique diabète de type 2 de l'adulte, co-rédigé par la Société francophone du diabète et l'Alphédiam en 2014, il est écrit, je cite, « La notion de sucre rapide et lent est fausse, obsolète, source d'erreurs et de contraintes inutiles. Il n'est pas recommandé de faire référence à la catégorisation biochimique en glucides simples et complexes hétérogènes concernant les impacts glycémiques et insuliniques. » Pour vous expliquer pourquoi, je vais vous raconter une petite histoire. Un jour dans les années 70, une personne diabétique qui faisait une hypoglycémie chez son médecin et qui n'avait pas de carré de sucre pour remonter sa glycémie, a pris l'équivalent en sucre d'un morceau de baguette farine blanche à la levure. Alors, cette baguette, qui était censée être un sucre lent, un féculent, a fait remonter sa glycémie aussi rapidement et aussi fortement que s'il avait pris 3 carrés de sucre. À l'époque, tout le monde se demandait pourquoi, et c'est à ce moment-là que les études ont commencé pour comprendre le comportement des aliments qui contiennent des glucides pour que les personnes diabétiques puissent mieux équilibrer leur diabète en gérant leur maladie grâce à l'alimentation. C'est ainsi que l'index glycémique a été inventé par David Jenkins à l'université de Toronto en 1981. Il renseigne la vitesse et la force avec laquelle les sucres contenus dans l'aliment vont arriver dans notre sang. Mais il ne tient pas compte de la quantité de glucides que contient cet aliment. Or, l'impact d'un aliment sur l'organisme dépend à la fois de son comportement et de la quantité que vous avalez. C'est ainsi qu'en 1997, la charge glycémique a été proposée par le professeur Walter Willett de l'université de Harvard. La charge glycémique va prendre à la fois en compte l'index glycémique de l'aliment, dit IG, et la quantité de glucides que vous avalez. Ainsi, la charge glycémique, appelée CG, sera un équivalent en morceaux de sucre sur la glycémie. Elle correspondra au pouvoir des aliments de provoquer une augmentation du taux de glucose dans le sang. C'est compliqué? Alors je vous propose des exemples pour illustrer tout ça tout de suite. Dans ce premier exemple, pour illustrer la charge glycémique, nous allons comparer un produit sucré
une canette de soda, avec 2 féculents, 60 g de baguette à la levure et 60 g de pain complet au levain. Le soda apporte l'équivalent de 7 carrés de sucre dans votre sang. Le pain à la levure, lui, apporte l'équivalent de 9 carrés de sucre, alors que le pain au levain, lui, n'en apporte que l'équivalent de 3 carrés. Choisir du pain au levain sera donc bénéfique pour l'équilibre de vos glycémies. Dans cet exemple, on voit bien l'intérêt de connaître la charge glycémique des aliments. Notre deuxième exemple sera pour illustrer l'intérêt de l'utilisation de la charge glycémique par rapport à l'index glycémique. Prenons l'exemple de la pastèque. Une portion usuellement consommée pèse à peu près 250 g. Son index glycémique est de 76. On dit qu'il est élevé. Il y a donc beaucoup de personnes que je rencontre qui s'interdisent de manger de la pastèque parce qu'elles ont peur de déséquilibrer leur diabète. Or, si on prend en compte la quantité de glucides contenus dans cette portion de pastèque et qu'on calcule la charge glycémique, eh bien on va obtenir l'équivalent de 2 carrés de sucre. C'est donc un aliment qui a une charge glycémique assez faible. Vous pourrez donc continuer à consommer de la pastèque idéalement en fin de repas et profiter de tous ses bienfaits hydratants et reminéralisants grâce à sa richesse en minéraux et vitamines. Alors là, vous vous dites, oui, ça commence à devenir compliqué. Eh bien, je suis comme vous, je n'aime pas les choses compliquées, j'aime bien que ce soit simple, surtout dans le quotidien, qui reprend un tableau de synthèse où j'ai déjà fait tous les calculs pour vous, je me suis basée sur les tables existantes. Et du coup, on va regarder les aliments à privilégier qui ont une charge glycémique basse, ceux à consommer sans excès qui sont à glycémie modérée, et ceux à limiter qui vont avoir une charge glycémique très élevée, qui vont donc libérer une quantité importante de glucose dans un laps de temps court. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre pause pour prendre le temps de lire quels sont les aliments qui ont une charge glycémique basse, modérée et élevée. Nous venons de voir comment bien choisir ces glucides pour limiter le pic de glycémie. Nous allons maintenant parler des aliments modérateurs de la glycémie. Ils sont encore plus importants. Ce sont eux qui vont permettre au pic de glycémie de ne pas monter trop haut et surtout de le faire durer dans le temps pour vous permettre d'avoir une énergie de qualité et au long cours. Les aliments qui auront le plus puissant effet modérateur sur votre glycémie seront ceux qui contiendront des protéines et des graisses de haute qualité. On va retrouver les belles et bonnes matières grasses, les poissons, les fruits de mer, les avocats, les fruits oléagineux, tout ce qui est viande, poisson, œufs, les très belles charcuteries. L'autre famille d'aliments modérateurs extrêmement puissante, vous vous en doutez, ce sont les légumes verts grâce à leur richesse en fibres et en antioxydants. D'autres astuces existent pour modérer le pic de votre glycémie. L'utilisation par exemple d'épices à chaque repas, grâce à leur richesse en antioxydants, ou l'utilisation de citron ou de vinaigre, grâce à leur acidité. Le fait de consommer des fruits à mastiquer plutôt qu'à boire, de fait de leur richesse en fibres, le sucre arrivera beaucoup plus doucement dans le sang et durera bien plus longtemps. Ou encore, le fait de consommer des pâtes al dente plutôt que trop cuites. D'ailleurs, un bon conseil, n'achetez jamais des pâtes ou du riz à cuisson rapide, car vous aurez une explosion de votre glycémie. Il existe également des vitamines et des minéraux qui sont indispensables à la bonne utilisation des glucides. Citons par exemple le magnésium, la vitamine D et le chrome. Pour vous donner un exemple, 80% des diabétiques de type 2 sont carencés en magnésium et en vitamine D. Vous pouvez donc mettre pause pour regarder quels sont les aliments qui vont vous aider à remonter vos niveaux. Par contre, la plupart du temps, il faudra évidemment prendre des compléments alimentaires, par exemple le sel d'Epsom pour le magnésium, ou alors un complément en vitamine D type vitamine D3, comme le Cimadé. Je me permets de vous mettre en garde contre les compléments alimentaires qui contiennent du fer. En effet, plus les indicateurs d'excès de fer sont élevés, et plus le risque de diabète de type 2 serait élevé. Je vous conseille donc de voir avec votre médecin si vous êtes anémié et si vous en avez besoin avant d'en consommer. Pour limiter les pics de glycémie et l'inflammation, on va agir, comme je vous le disais, sur plusieurs tableaux. On va choisir des bons sucres, consommer des aliments modérateurs de glycémie et céder des vitamines, minéraux et autres compléments alimentaires pour se recharger si jamais on est en carence. Je vais maintenant vous parler des différentes façons de vous alimenter qui pourront prévenir ou équilibrer un diabète de type 2. On va faire la différence entre deux choses, les modes alimentaires et les diètes thérapeutiques. Les modes alimentaires sont des façons de vous alimenter au quotidien avec des alimentations variées, équilibrées et bienfaisantes, à choisir en fonction des besoins de votre propre corps. Les secondes sont les diètes thérapeutiques. Les diètes thérapeutiques doivent être vues comme des médicaments à utiliser à court ou moyen terme. Leur but, mettre au repos un système qui tourne mal. Si elles sont utilisées à long terme du fait de leur déséquilibre en nutriments, vous risquez de développer des flores bactériennes pathogènes qui vont engendrer de nouvelles maladies, et ce n'est certainement pas ce que vous cherchez à obtenir.
Voici les différents principes des différents modes alimentaires, ceux que nous allons pouvoir manger tous les jours, qui fonctionnent très bien pour équilibrer les diabètes de type 2. Le principe du régime méditerranéen, varier et équilibrer son alimentation tout en respectant quelques règles. Privilégier le poisson, les légumes, les légumineuses, les céréales, les fruits frais et secs et beaucoup de bonne graisse. Le principe du régime à charge glycémique basse est que les glucides doivent représenter entre 40 et 55% de l'apport calorique et viennent en priorité des légumes, légumineuses et tubercules, sauf pommes de terre à consommer avec modération, mais aussi des fruits et oléagineux. On peut continuer à manger du pain au levain, des céréales et des pâtes en quantité raisonnable de bonne qualité. Le principe du régime hypotoxique, comme signalé et paléo, est que nos gènes ne sont pas adaptés au mode alimentaire actuel, mais plutôt à l'alimentation de nos ancêtres du paléolithique, qui vivaient entre moins 3 millions d'années et moins 10 000 ans. En se remettant à la diète ancestrale, on perdrait du poids tout en prévenant un certain nombre de maladies chroniques. La méthode, manger beaucoup de végétaux non transformés, peu, voire pas de céréales et de légumes secs, beaucoup de protéines et pas de produits laitiers. Voyons maintenant les diètes thérapeutiques. Quels sont les buts ? Avoir une vision globale de la santé, c'est-à-dire mettre au repos un système qui tourne mal, mettre pause, diminuer l'inflammation, réparer la perméabilité intestinale, supprimer les fermentations bactériennes, modifier le microbiote, permettre aux cellules de se vider, se nettoyer et enfin souffler. Pourquoi elles ne doivent pas durer ? Pour la plupart des gens, tout comme un jeûne ne peut durer, la restriction des glucides au long cours n'est pas conseillée. Le corps, depuis des centaines d'années, reconnaît l'absence de sucre comme une famine. Il va s'adapter merveilleusement, mais cela sera vécu comme un stress. Le microbiote va s'appauvrir. Or, tout stress ne doit jamais durer trop longtemps. Les différentes diètes thérapeutiques qui ont fait leurs preuves en 2020 sont les suivantes. Les jeûnes intermittents courts, le régime low carb high fat et le régime cétogène. D'ailleurs, dès 2017, l'Association canadienne du diabète reconnaît leur intérêt. Je les cite, « C'est un moyen sûr et efficace dans la gestion du poids et pour faire diminuer le taux d'hémoglobine glyquée chez les personnes atteintes de diabète de type 2, mais à court terme, puisque ces régimes ne peuvent pas présenter d'avantages à long terme. Notons toutefois qu'elles permettent de diminuer le recours aux médicaments hypoglycémiants, ce qui n'est pas le cas dans les études lorsqu'on les compare à une alimentation hypocalorique. Je vous mets en garde sur le fait que ces diètes thérapeutiques ne doivent pas être réalisées seules, il vaut mieux être accompagné par un diététicien informé et avertir votre médecin. S'il y a autant d'alimentations différentes pour équilibrer le diabète de type 2, c'est parce qu'en fait, nous sommes tous différents. Ce que je peux faire, c'est vous aider à découvrir quel est votre propre profil en fonction de votre nature et de votre situation actuelle et vous aider à sélectionner l'alimentation qui sera la plus adaptée pour équilibrer votre santé. Avant de terminer, je vais vous donner un petit conseil. Après les repas, le midi ou le soir, idéalement le soir, vous attendez 30 minutes et vous allez marcher 15 minutes. Pourquoi ça fonctionne ? Tout simplement parce que lorsque vous mangez, la glycémie augmente. Lorsque vous marchez, les muscles vont puiser l'énergie directement dans votre glucose sanguin. De cette manière, ça va éviter l'hyperglycémie et vous permettra à votre pancréas de se soulager un petit peu, de moins travailler, de se reposer. Voilà, je vous invite à faire ce test dès ce soir et à me dire si ça a vraiment bien fonctionné. Diabète de type 2 et alimentation, que manger ? Cette vidéo est terminée. Je voulais seulement vous préciser que les différentes alimentations que je vous ai proposées ne sont pas encore reconnues par les recommandations officielles. Mais il faut savoir qu'entre les études, la pratique et les recommandations officielles, vous pouvez attendre 5, 10, 15 ans, voire plus. Alors, en ce qui me concerne, j'utilise ces différentes alimentations avec les personnes qui me consultent depuis plus de 10 ans maintenant et j'ai vu vraiment une réelle différence sur l'équilibre des glycémies et sur le bien-être des patients, donc je ne peux que vous les conseiller. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter mon blog isabelle-descamps.com. Si vous souhaitez que je vous accompagne, je réalise des consultations à distance. Pour cela, il vous suffit d'aller sur mon site internet isabelle-descamps.com, de vous rendre dans l'onglet consultation et de remplir le formulaire de contact qui se trouve en bas de page et je vous répondrai rapidement. Si cette vidéo vous a plu et vous a apporté quelque chose, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube car je vais réaliser d'autres vidéos sur le thème alimentation et diabète. Étant donné que celle-ci est loin, très loin d'être complète, je vais également réaliser d'autres vidéos sur le thème alimentation et santé. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.